région Île-de-France, c'est environ 12 millions d'habitants. Donc c'est la plus grosse région de France. C'est la plus grande région d'Europe aussi en termes de PIB par habitant. Pour donner quelques chiffres, on représente 20% de la population française, 30% du PIB de la France et 40% de la recherche et développement de la France. Donc d'où l'importance de ces fonctions, on va dire, centrales d'innovation de la région Île-de-France. La région Île-de-France en tant qu'institution, c'est environ 10 000 salariés, 2 000 personnes au siège et 8 500 personnes dans les lycées. Sur le siège, là, on avait environ 98% des agents en télétravail le 16 mars 2020, le jour du premier confinement. Pourquoi ce nombre aussi élevé? Je pense que c'est notable pour une administration française. Certaines administrations d'État, encore aujourd'hui, n'arrivent pas à ce taux aussi élevé. C'est qu'en fait, la présidente de région, Valérie Pécresse, avait décidé de déménager le siège de la région Île-de-France du centre de Paris en Seine-Saint-Denis à Saint-Ouen. Et à l'occasion de ce déménagement, on a repensé les façons de travailler, on a intégré le télétravail, on l'a autorisé, ce qui n'était pas le cas jusque-là, et on l'avait autorisé 1 ou 2 jours par semaine, bien évidemment. Ce qui fait que l'ensemble des agents étaient équipés, avaient commencé à être formés, et les outils étaient aussi mobilisables pour le faire. Donc c'est ce qui nous a permis de tenir, et ce qui nous a permis de mettre en place, de nous réorganiser, j'irais presque de nous réinventer pendant cette crise au niveau de la région Île-de-France. 2 axes, 2 exemples peut-être. Un, vous savez qu'à un moment donné, on manquait de masques en France. La région a acheté 30 millions de masques, elle était une des premières régions. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en place aussi une centrale d'achat à disposition des PME ou à disposition des collectivités locales. Cette centrale d'achat numérique, ce service numérique a été monté en 5 jours. Pourquoi aussi vite? Parce qu'on avait à la fois réfléchi à la création d'une centrale et parce qu'on avait notre plateforme, on y reviendra, qui était prête, mobilisable, pour pouvoir construire. Donc c'était un premier axe. Deuxième axe, on était à la recherche de beaucoup de solutions. Beaucoup de PME, de start-up nous proposaient des solutions. Il fallait les structurer, les mobiliser. Et là aussi, on a monté un service numérique qui permettait à chaque entreprise de pouvoir se présenter, là aussi, en 4-5 jours. Je dirais 2 exemples au début de la crise, quoi. Alors les régions en France sont en charge de la formation professionnelle des chômeurs ou personnes en reconversion. Donc c'est un budget extrêmement important pour la région Île-de-France, je crois que c'est plus de 500 millions d'euros. C'est environ 100 000 personnes formées chaque année. Et bien évidemment, on s'est interrogé sur là où on devait investir, là où on devait mettre nos moyens. On s'est rendu compte qu'en Île-de-France, près de 100 000 personnes, entre guillemets, manquaient à l'appel. Les entreprises avaient besoin, et les administrations, de personnes formées au numérique. Donc un effort massif a été décidé pour orienter, encourager et faciliter. De 2 façons. Une première en donnant des primes supplémentaires. En gros, les gens qui vont vers des métiers qui recrutent sont mieux indemnisés pendant leur formation. Et ça, c'était nouveau pour nous. Et donc le numérique fait partie de ces objectifs. Et puis, il fallait utiliser pleinement le potentiel de la formation à distance qui avait été testé. Comme pour les lycées, on avait testé un certain nombre de sociétés, de projets au cours de l'année 2017-2018. Et on s'est dit, là, il faut donner beaucoup plus d'ampleur. La période actuelle exige qu'on ait des programmes beaucoup plus massifs. Et donc, c'est ce qu'on a annoncé en novembre 2020, où on s'est dit, on va ouvrir 10 000 places de formation en ligne au métier du numérique. En fait, quand on est arrivé en 2016 avec Valérie Pécresse, on avait indiqué dans le programme qu'on voulait faire de la région Île-de-France la première smart région d'Europe. Une fois qu'on avait dit ça, on avait certaines lignes directrices, certaines ambitions, mais ce n'était pas totalement défini. Donc on a fait un benchmark, on a visité un certain nombre de villes. On est allé à Singapour, évidemment, on est allé aux États-Unis, etc. C'était beaucoup des villes et peu de régions. On s'est dit, il faut qu'on invente finalement notre propre modèle. Qu'est-ce qu'une région aujourd'hui connectée? Qu'est-ce qu'une région smart? Et comment avancer? Et du coup, il y a eu peut-être 3 principes. Le premier, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'infrastructure numérique, ce qui fait qu'aujourd'hui, 90 à 93% des gens ont du très haut débit à la maison. On a réussi, je pense, ce pari, on y est presque. Deuxième élément, c'est les données. Comment on travaillait avec ces données et comment rassembler des gens. On sait qu'on crée de la valeur, on veut créer cette industrie de la donnée en Île-de-France, on a tout ce qu'il faut, mais cette industrie crée de la valeur si la donnée circule. Et on voit qu'elle circule peu,
Elle circulait peu chez nous à la région Île-de-France, elle circulait peu entre collectivités et elle circulait encore moins bien entre collectivités et entreprises. Donc on a créé cette plateforme numérique qu'on a appelée Île-de-France Smart Service. Et donc c'est l'occasion pour moi aussi de féliciter Gwenelle et Laurent Bouillot qui vous ont accompagné tout à l'heure pour la qualité du travail qu'ils ont pu mener depuis 2 ans. Parce qu'en 18 mois, on a réussi à faire exister cette plateforme. On a environ 150 partenaires autour de nous, publics et privés, pour y travailler. Et on a développé environ 20 à 25 services autour de ça. Alors les enjeux pour nous, c'est effectivement c'est une usine à service. Ça a permis à la région d'Île-de-France de se doter d'une méthode de travail, je pense que j'y crois beaucoup, une méthodologie de projet qui était peut-être pas suffisamment exploitée, mais aujourd'hui, on a un cadre de travail, on a une méthode, on a des partenaires et des prestataires pour développer ça, ce qui nous a permis d'être réactifs pendant la crise et donc de développer des services en 5 ou 6 jours parce que les marchés publics étaient passés, les partenaires étaient là, il y avait une méthode. Et puis derrière, surtout, c'est de repenser le service public. C'est une ambition sans doute un peu forte, mais on a souvent l'habitude de dire qu'on veut essayer de passer du service public au service au public. Et si la transformation numérique a un sens, c'est bien le fait de retrouver le lien avec l'usager, avec le citoyen, avec tous nos partenaires et de se réorganiser autour de ça. C'est un chemin qui est long, c'est un chemin qui peut être ingrat, surtout quand on parle de données. On l'a évoqué tout à l'heure. Il faut définir ces données, quelles sont les données maîtres, comment on les structure, comment on les échange. C'est un travail un peu long, mais je pense qu'aujourd'hui, qui commence à émerger, et on va rentrer dans une deuxième phase de cette plateforme. Donc en résumé, c'est une plateforme qui agrège des données, publiques, privées. C'est une plateforme qui est une usine à service et qui se fait en co-construction, et ce n'est pas un vain mot, c'est vraiment systématiquement ça, et y compris en interne. Ça n'est jamais qu'une seule direction de la région qui invente un service, c'est toujours un minima 2 directions, en tout cas on les pousse à travailler ensemble. Et puis, troisièmement, c'est ce jumeau numérique, je ne vais pas y revenir, vous l'avez évoqué. On a modélisé 2,5 millions de bâtiments de mètres carrés. Je crois qu'on a encore un gros potentiel sur ce jumeau numérique qu'on veut exploiter et ça fait partie des projets des mois qui viennent. Alors les leçons, comme beaucoup, et pour reprendre la célèbre formule du patron de Microsoft, en gros, en 2 mois, on a gagné 2 ans ou 3 ans sur la transformation numérique. On s'est rendu compte que ce qu'on avait préparé, c'est-à-dire que ce soit les plateformes, les formations au numérique, etc., tout ça s'est considérablement accéléré, il nous a permis d'être réactifs. Et donc, je crois que ce qu'on retient, nous, de la crise, c'est cette gestion classique, mais duale du temps, c'est-à-dire une réactivité face à la crise, mais soutenue par un investissement, je dirais, de long terme. Je crois qu'il est illusoire de penser qu'une transformation numérique s'en fait en 2 ou 3 mois. Je crois qu'on a besoin de créer, et ça renforce notre vision, de mettre à jour notre feuille de route, de mettre à jour notre feuille de route pour les 5 prochaines années. Je crois qu'il faut travailler là-dessus. Évidemment, la feuille de route va évoluer, et d'ailleurs, pendant la crise, nous avons été forcés à évoluer. Mais je crois que le premier axe, c'est ça, c'est de repenser la feuille de route, de la repenser sur la durée, et de la repenser en cartographiant bien les compétences qu'on a en interne pour pouvoir faire cette transformation numérique. Parce que finalement, elle est rendue possible par les équipes qui sont avec nous au quotidien. Et on s'est rendu compte aussi, et comme souvent, qu'il y a des compétences un peu cachées. Il y a des gens moteurs, il y a des gens qui se sont formés à côté, etc., mais qui n'ont peut-être pas été suffisamment embarqués dans la démarche. Et donc je pense que cette période de crise est une façon de les réassocier, de les remobiliser ou tout simplement de les mobiliser. Donc une importance à une feuille de route, une deuxième axe qui est l'importance aux ressources humaines, et puis troisième partie, pour nous, c'est cette vision de comment fluidifier les relations avec nos partenaires. La technologie doit nous aider, mais elle doit vraiment être orientée vers ça. Je dirais qu'on doit aujourd'hui créer le centre de service public à la région Île-de-France. À tout moment, et on l'a vu pendant cette période de crise, les gens peuvent être inquiets. Ils sont venus demander des aides. La région a été fortement sollicitée pour soutenir les acteurs du tourisme, les acteurs de la restauration, etc. Ils avaient besoin à tout moment de savoir où en était leur dossier, où en était l'avancement, où en était le paiement. Et donc ça, c'est vraiment un champ de travail pour nous aujourd'hui, de créer ce centre de service, d'être en capacité de répondre quasiment en temps réel sur ce que fait la région pour eux.
nous qui avons utilisé aussi le concept de SMART, je vois bien qu'il était peut-être un tout petit peu réducteur de l'ambition qu'on pouvait avoir. On y voyait peut-être un peu trop la techno, qui est indispensable, et c'est cette techno qui nous permet. Je crois qu'on y voyait moins les ambitions en matière de développement durable ou d'inclusion. En tout cas, on l'a vu, nous, au travers du programme de formation des chômeurs au numérique, ça fait partie de nos enjeux. Et j'ai peu parlé effectivement des enjeux d'environnement ou de développement durable. Mais par exemple, une des stratégies clés pour nous sur la plateforme Île-de-France Smart Service, c'est bien de travailler sur une visualisation, une capitalisation des données environnementales. On a fait tout un travail, par exemple, avec AirParif, qui est un organisme qui nous aide à mesurer la qualité de l'air. Eh bien, on a travaillé en plus aujourd'hui avec la Poste et on a équipé les voitures des postiers de capteurs de pollution qui sillonnent la ville en temps réel et qui permettent, je dirais, de compléter cette information. Je crois qu'il est important pour un décideur public d'avoir une information fiable pour mener sa politique. Et on va dire que le numérique nous permet d'avoir une information en temps réel, beaucoup plus fluide, et une information d'une information d'expertise qu'on est capable de transformer soit en information pour une décision, soit en information pour le citoyen. Et on a cette capacité-là. Donc je trouve que en tout cas cette évolution proposée par l'UNESCO est extrêmement intéressante et rejoint finalement des orientations qu'on n'avait peut-être pas formalisées au travers de ce nom, mais de ce qu'a essayé de faire la région Île-de-France au cours de ces 5 dernières années. Voilà, vous venez d'entendre Bernard Giry. Il est l'heure à présent de passer à la table ronde partenaire de l'événement Link in Cities 2021.